Alors ce colloque, au titre évocateur, a pour thème les apports d'une approche technique de la peinture murale par des méthodes d'analyse archéométrique dont les premiers résultats peuvent être rappelés. Et il s'agit d'un colloque réellement international puisqu'il y a quand même 8 pays représentés. Et nous remercions les organisateurs pour cette journée si riche d'interventions. Alors j'aimerais évoquer rapidement les travaux antérieurs au XXIe siècle, à savoir, si je peux me permettre, de rappeler les toutes premières analyses physico-chimiques sur quelques échantillons de peinture du deuxième style pompéien de Glanum, qui avait été confié au laboratoire de recherche du musée du Louvre, c'était la première fois qu'ils en faisaient, et les résultats qui ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien de fresques, mais rien encore de nouveau sur les pigments utilisés, si ce n'est tout de même le rouge cinabre. C'était dans les années 1970. Puis ensuite, il y a eu les analyses sur les mortiers et les pigments des peintures de Bolsena. Et enfin, aussi, les recherches de Michel Friseau sur les mortiers et enduits peints de la Gaule, une étude technique et archéologique en 1973, puis en 1977 sur les stucs, non seulement de la Gaule, mais des provinces. Et puis 13 ans plus tard, en 1990, étaient publiés les actes d'un important colloque international du CNRS où le département de chimie s'était associé sur les pigments et les colorants de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Une nouvelle technologie, celle de la spectrométrie Raman, faisait son apparition et permettait de mettre en évidence la présence de colorants organiques dans la peinture murale romaine, par exemple le lac de Garance à Stabie ou à Vaison-la-Romaine. Alors moi-même j'essayais de repérer en quoi les couleurs pouvaient constituer des marqueurs chronologiques ou des révélateurs de standing social. Et ce colloque, le premier du genre, rassemblait des historiens de l'art, des physiciens et des chimistes et quelques archéologues qui entamaient ainsi un dialogue qui ne s'est pas arrêté depuis, mais qui s'est parfois distendu. En effet, il faut attendre 7 ans, 1997, pour que paraissent les actes d'un autre colloque, consacré alors seulement à la peinture murale romaine, qui était intitulée, on en a parlé, Roman Wall Paintings, Materials, Techniques, Analysis and Conservation, qui avait été eu lieu à Fribourg. 4 axes avaient été traités. Tout d'abord, celui des matériaux et des techniques d'analyse, dont des particularités géologiques, de nouveaux pigments détectés, dont l'identification et la nature d'ailleurs n'avaient pas toujours été précisées. Et puis, surtout, une séance de discussion finale très attentive, enregistrée, qui a permis de mettre en évidence qu'on ignorait encore beaucoup de choses, et qu'il ne fallait surtout pas généraliser des résultats à un territoire entier ou à une époque énorme. Il fallait rester précis. On a noté aussi qu'il fallait approfondir le dialogue entre les spécialistes des analyses physico-chimiques et les archéologues. Alors, quant aux recherches sur le support même des peintures murales, qui était encore un domaine à découvrir, je dois reconnaître qu'il a été abordé avec beaucoup de présence d'esprit et d'énergie dans les années 2000, notamment par Arnaud Coutla. Alors j'aimerais rappeler une petite anecdote sur la fausse peinture romaine que nous avions exécutée avec mon équipe dans l'abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, où nous avions expérimenté évidemment plusieurs types de mortiers selon les zones. Et Arnaud, alors tout jeune chercheur, avait décelé des contaminations d'un mortier dans un autre, du fait que nous avions mal nettoyé nos auges et nos truelles. Vous voyez déjà la précision de ces analyses. Alors maintenant, venons-en aux travaux du XXIe siècle. Je serai très bref, mais je voudrais signaler par exemple le travail extraordinaire d'Araklia Brikoulaki, qui a mis en évidence pour les peintures hellénistiques qu'il y en avait beaucoup réalisées à tempéra et non pas à fresque, et qui a multiplié les analyses. Je voudrais aussi évidemment dire qu'il y a eu des articles fréquents et au moins un ou deux
dans les volumes des actes de l'Association française pour la peinture murale antique, mais je ne vais pas détailler tout cela ce soir, et surtout regretter que justement cette dispersion des analyses sans possibilité de rassembler tout ceci, ce que nous allons essayer de faire désormais. Notons l'intérêt du développement des analyses non destructives, qui permettront de reprendre les mêmes échantillons si on veut faire d'autres analyses. Alors, maintenant, venons-en aux résultats de cette journée d'études. Ce qui me semble qui est ressorti de ce colloque, c'est la nécessité de croiser les différents types d'analyses, à savoir l'étude des pigments et des colorants, mais aussi des liants, qui n'a pas été abordé cette fois-ci, et bien sûr celui des mortiers, qui a été très développé, et même des stucs, à l'occasion. Alors, ce problème du mortier avait déjà été abordé auparavant, dans le passé, mais surtout par des restaurateurs, dont l'un, qui était réputé, avait donné ses recettes pour fabriquer un mortier solide, et les discussions autour de la provenance du sable, de produits locaux, avaient permis déjà de montrer l'intérêt d'étudier ces mortiers. Alors évidemment, il y a aussi la présence du mortier de Tulot pour les salles humides, rarement de la calcite pour des peintures plus ou moins soignées, et durant ce colloque, on nous a montré combien ces recherches étaient semées d'embûches. Alors un sujet majeur, ce sont évidemment les techniques de la peinture romaine et leur importance en archéologie à confronter aux résultats des analyses physico-chimiques. Donc ce que l'on sait des peintures romaines, d'un point de vue des textes antiques, mais aussi des observations des archéologues pour tenter une approche historique. Et bien entendu, la plus grande prudence est de mise, car nous avons par exemple noté le handicap d'analyser qu'un pourcentage très restreint des peintures romaines du monde antique, n'est-ce pas? La nécessité d'utiliser de bons échantillons, des fragments vierges, toute restauration, et puis, comme on l'a dit, d'utiliser des éléments de standing social équivalent. Alors, une question qui n'a pas été énormément abordée, c'est celui de la restauration, qui sera traitée sans doute dans le futur, parce que les rapports que les restaurateurs peuvent nouer avec les techniciens des laboratoires me paraît essentiel. Et ce dialogue est rare, il est difficile, car les restaurateurs sont confrontés à des problèmes pratiques qui ne sont pas encore vraiment étudiés par des scientifiques, comme par exemple l'interaction entre matériaux antiques et matériaux modernes. Et c'est un point qui sera, je pense, à considérer prochainement. Alors, les questions que je me suis posées, que vous vous posez sans doute, suite à cette journée de colloque à Louvain-la-Neuve, par exemple, est-ce que les différences de techniques observées se font au cours du temps, ou selon les différents ateliers, selon des particularismes locaux? Alors, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour répondre évidemment à ces questions, vu le fait très caractéristique que nous faisons des analyses au coup par coup, de petits ensembles, par manque d'argent, par manque de laboratoires qui seraient destinés uniquement à ce type de travail. Est-ce que la composition d'un mortier peut fournir un indice de datation, un indice de standing social? Alors c'est évidemment à croiser avec d'autres sources d'informations historiques et archéologiques, et on a évoqué par exemple l'importance de l'incendie de Rome, le changement de technique avant et après. On pourrait aussi parler également du tremblement de terre à Pompéi. Alors, est-ce que les différences de composition d'un mortier signifient obligatoirement des différences dans le temps et dans l'espace, ou seulement des différences de traitement voulues par des artisans sur une même paroi, éventuellement? Par exemple, un mortier différent en zone inférieure, avec adjonction de culots pour un mur soumis à l'humidité, intérieur ou extérieur, un mortier plus raffiné pour le tableau central d'une paroi qui va être peint par le pictor imaginarius. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte, y compris la possibilité d'avoir des matières premières, etc. Alors, une question qui a été à peine effleurée et qui me paraît importante.
qui est nouvelle, je pense, c'est le rapport entre peinture et mosaïque dans la composition de mortier de sol ou de mosaïque murale, car effectivement, le rapport entre peinture et mosaïque a été souvent envisagé uniquement d'un point de vue du répertoire iconographique et quasiment jamais du point de vue technique. Alors je trouve qu'il y a une occasion qui a été ratée lors du colloque de l'AIEMA à Venise. Moi personnellement, j'avais tenté de définir certaines relations physiques entre la peinture qui précède parfois la mosaïque ou qui est contemporaine et leur interaction. Et il resterait à envisager les rapports techniques au niveau des supports, de leur composition, et la question très importante, qui a été à peine évoquée et qui est importante, qui est la collaboration d'artisans, mosaïstes et peintres sur un même chantier, comme un poster nous l'a proposé. Donc vous voyez, il reste un grand chantier pour nous, qui nécessite de notre part, archéologues, physiciens et chimistes, de poursuivre un dialogue et une confrontation régulière des analyses dont l'interprétation doit être soumise peut-être à un protocole commun à définir, comme l'a suggéré Marco Cavalieri. Je vous remercie.